En panne de sens, le podcast Intellopratique qui a l'ambition d'expliquer une époque, la nôtre, où plus rien ne semble en avoir de sens. Nous sommes Yann, Sébastien et moi-même, Luc. Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Nous sommes le 1er juillet 2025 et ce salaud de Sébastien, qui, il faut le dire, est à l'origine de 90% de nos problèmes, nous en pose un nouveau avec le sujet de cette émission. Et c'est lequel, Yann ? C'est le bouc émissaire. Et pourquoi tu l'as choisi d'ailleurs, Sébastien ? En fait, c'est parce que je trouve en ce moment, je ne sais pas pourquoi, que dans les médias notamment, il est souvent question d'une certaine catégorie de la population qui est considérée un petit peu comme responsable d'à peu près tous les maux. Les milliardaires. Alors, on lit peut-être pas les mêmes journaux. Moi, je regarde CNews, monsieur. Donc oui, voilà. Et du coup, comme je suis en plus récemment tombé sur un film dont on parlera un peu plus tard, qui m'a fait furieusement penser à notre époque, j'ai eu l'idée de ce thème. Mais après tout, vous n'aviez qu'à ne pas l'accepter. Voilà, donc effectivement, hein, l'actualité regorge d'exemples où, je vais les nommer, les musulmans, donc sont les boucs émissaires parfaits. Donc il suffit de se promener dans le paysage médiatique et on marche dedans très rapidement, quoi. On marche dans des gens ? Oui, dans le sujet, dans le bouc émissaire, hein, dans le caca médiatique qui correspond. Il y a un mois, par exemple, hein, c'était les frères musulmans. Il y a tout un truc qui est sorti où ils ont lancé le truc sur les frères musulmans en disant qu'ils étaient partout, qu'ils faisaient de l'entrisme, blablabla. Et ça m'a beaucoup fait rigoler parce qu'au même moment, le PSG, le club de foot, a gagné une coupe européenne de je sais plus quoi, enfin de foot. Et sur leur maillot, c'est écrit Qatar en gros, Airways en petit. Et on sait que le Qatar est un des plus gros financeurs des frères musulmans. Et donc, il y a ce système où on va monter des trucs de toutes pièces en voyant que le prisme qui arrange et certainement pas le reste. Mais il faut admettre quand même que le foot est un sport un peu de prolo, de pauvres, de banlieusards, peut-être aussi un peu d'arabes. Ça n'a pas très bonne presse, hein, le foot, dans certains milieux aujourd'hui. Mais moi qui traverse Paris pour aller bosser et revenir, je peux assurer que j'ai vu plein de gens qui n'étaient clairement pas issus de quartiers. Voilà. Et je travaillais avec des bons cadres et ils avaient tous regardé le match. Et puis bon, il y a quelques années, nos politiciens notamment et d'autres ne se sont pas fait prier pour prendre l'argent du Qatar, qui était en train de se construire une réputation et qui arrosait à peu près tout ce qui bougeait. D'où la possibilité de formaliser un concept qui serait l'islamo-droitisme, puisque Sarkozy, en son temps, avait même financé un plan banlieue avec l'argent du Qatar. Je pense qu'il y a quand même un truc incroyable. Et en même temps, voilà. Quand on est président de la République, on prend l'argent où on le trouve, après tout. C'est ça, mais enfin, tu t'imagines là... En Libye, par exemple. Très mauvais jeu de mots. On coupera au montage. Par contre, tu laisseras cette phrase au montage. C'est ça. Voilà. Moi, ça m'a fait un peu penser à un terme utilisé par Franck Lepage. Vous voyez qui est Franck Lepage ? Oui. Mais peut-être pas nos auditeurs, nos auditrices. Non, je te dis ça pour que tu expliques, c'est pas pour que tu me répondes franchement. Franck Lepage, c'est un ancien fonctionnaire du ministère de la Culture qui s'est rendu compte à un moment que faisait de la merde et il a rencontré quelqu'un qui avait essayé d'imposer et de promouvoir l'éducation populaire peu après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Oui. Et ça l'a un peu guéri de cette hypocrisie managériale qui est devenue le ministère de la Culture. Voilà. Et il est devenu assez célèbre pour ses conférences gesticulées, et notamment un numéro où il a des fiches avec ce qu'il appelle des concepts opérationnels. Et il dit un concept opérationnel, c'est une idée qui n'a aucun sens, en fait. Et où il fait de la génération, c'était... des années avant les IA génératives. Là, c'est une intelligence naturelle générative, c'est-à-dire qu'il prend les fiches, il les met dans le hasard et il pond un discours complètement creux en sortant ces concepts opérationnels. Et je me disais que, en fait, dans cette utilisation des boucs émissaires, en fait, on a aujourd'hui cette même idée de concept opérationnel, c'est-à-dire des idées
et des notions qui ont en réalité aucun sens en elles-mêmes parce qu'on les agite dans tous les sens, on les retourne, on en fait à peu près n'importe quoi. Et c'est sensiblement la même chose. J'aimais bien cette idée-là, quoi. Puis il y a aussi le principe de, globalement, c'est toujours pratique d'avoir une explication à tous les phénomènes qui se passent. Par exemple, il n'y a plus d'œufs dans les supermarchés, on sait à qui c'est la faute. Hein. Voilà. C'est le principe, de toute façon, il y a cette volonté de trouver un responsable, un coupable à dénoncer pour tout. Ça, c'est un truc qui est connu. Je veux dire, si tu as une montagne qui s'effondre et que tu as des maisons qui sont emportées, on va se retourner vers les compagnies d'assurance en leur demandant de se retourner vers la mairie ou vers ci ou vers ça, mais il faudra qu'il y ait un coupable qui soit puni. Oui, alors après c'est un jeu de responsabilité, il y a des lois, il y a des tribunaux. Mais parfois, tu vois, s'il y a un oiseau qui chie sur la gueule, c'est juste l'oiseau qui est coupable. C'est pas la peine de regarder ton voisin de traverse qui t'a ralenti et que c'est à cause de ça que t'étais à l'endroit où pour moi, le bouc émissaire, il est encore à un niveau dessus. C'est-à-dire qu'en général, il est absolument pas impliqué dans les problèmes en question. Alors nous, on a d'autres dans notre environnement, on a d'autres boucs émissaires que les musulmans. C'est les wokistes et les homosexuels et surtout les transsexuels. Ça c'est le truc. Voilà. Ce que je trouve assez intéressant au final, c'est que pour moi, c'est des trucs qui s'attrapent, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si tu te mets dans la posture de quelqu'un qui regarde CNews, il se dit son gamin peut devenir homosexuel, peut vouloir changer de sexe, et pourrait même devenir musulman. Oui, avec la charia qui serait imposée par les 2000 frères musulmans vaguement présents en France. Et puis la conversion à l'homosexualité par la propagande, c'est bien connu, ça marche comme ça. Voilà. Donc nous sommes le 1er juillet, il fait 40 degrés, donc on crève de chaud, et on sait que ça n'est qu'un début. On charge des coupables. Voilà. On a des politiques qui essayent de passer des lois pour légaliser la corruption. La guerre nous tend les bras, mais le problème, ce sont les musulmans de bien de chez nous. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, c'est le fait que l'anti-islamisme, l'islamophobie, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, fait vraiment penser d'un point de vue historique aujourd'hui à ce qu'était l'antisémitisme il y a un siècle. C'est-à-dire vraiment une passion des élites. C'est un complotisme élitiste. Alors... C'est vrai que je ressors Hannah Arendt et tu te doutes que j'avais préparé des trucs sur... J'étais tendu une perche alors que j'ai cherché moi-même à éviter le sujet. C'est ça. Non, mais alors effectivement, l'antisémitisme a été un point très important, évidemment, on s'en doute. Ce que dit Arendt quand même par rapport à cette époque-là, c'est que à l'époque, l'antisémitisme, c'était absolument pas une nouveauté. C'était très fréquent, c'était très répandu, et c'était pas que les élites, et qu'en fait, et c'est tout l'intérêt du bouc émissaire, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose de vraiment innovant ou d'intelligent ou quoi. Il suffit que les gens y croient et qu'on déteste suffisamment les juifs, par exemple. Et toutes ces idées de complot avec une élite financière, etc., c'était déjà en place depuis bien longtemps. Elle, ce qu'elle dit, c'est que la nouveauté qui a été mise en place par les nazis, ça a été de demander aux membres du parti de prouver qu'ils n'avaient pas d'ascendance juive. Et que, par exemple, dans les périodes où il n'y avait plus grand-chose à manger, tu recevais plus de bouffe si tu avais moins de juifs dans tes ascendants. Et par contre, si tu avais des grands-parents juifs ou des trucs comme ça, tu mangeais moins. Et qu'il y avait ce truc-là où être antisémite avant était une opinion, et que en fait, c'est devenu, elle n'utilise pas ce terme-là parce que c'est un terme plus récent, on va dire, mais c'est devenu une sorte d'identité. Alors, si je puis me permettre de lire une citation. Permets-toi. Voilà. Insister sur la propagande antisémite était un procédé courant des démagogues depuis la fin du XIXe siècle. Fréquent dans l'Allemagne et l'Autriche des années 20. Plus l'ensemble des partis et des organisations et des organes de l'opinion publique évitaient de manière systématique de discuter de la question juive, plus la populace devenait convaincue que les juifs étaient les véritables représentants des puissances établies, et le problème juif, le symbole de l'hypocrisie et de la malhonnêteté du système dans son ensemble. Et c'est là où, en fait, elle explique que les gens raisonnables de la bonne société, etc., ou en tout cas pas nécessairement la bonne société, parce que ça ne voulait pas nécessairement dire grand-chose, mais l'antisémitisme était effectivement un truc de démagogue très en place, mais c'était rentré dans les idées, et le fait de dire « je ne vais pas en parler, tout ça, c'est de la merde, etc., était finalement devenu une forme de renforcement. C'est le principe de la rumeur, en fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a ce même mécanisme, pour moi, qui est à l'œuvre, avec des chaînes des chaînes d'infos en continu, type CNews, etc., qui continuent, qui en font des tonnes et tout ça, et toute une partie de la classe politique qui ne va
pas parler de racisme, ou d'une certaine façon uniquement, et qui va éviter de parler de tout ça. Ce que je trouve assez intéressant, c'est pour ça que je parlais du principe de concept opérationnel tout à l'heure, c'est à quel point, en fait, musulmans, avant on disait arabes, etc., en fait, c'est un magma informe qui ne veut rien dire. Et à l'extrême droite, maintenant, ils ont les coups des franches, mais il y a encore quelques années, sur les réseaux sociaux, etc., quand ils s'exprimaient publiquement, comme ils se faisaient savater s'ils commençaient à dire ce genre de choses, ils disaient « encore un Suédois ». Et en faisant des gros clins d'œil fictifs, mais ce qui permettait, et tout le monde savait de quoi ça voulait parler. Alors qu'en réalité, personne ne sait ce que ça veut dire. C'est juste que tu as une espèce de magma qui va correspondre à une apparence physique, donc en fonction d'un génotype, une façon de s'habiller, une façon de parler, ton quartier d'origine, etc. Et donc tu as une sorte de racisme indéfini où tout le monde va être d'accord sur une espèce de machin flou qui a pas réellement de définition chez eux. Enfin, y compris à l'intérieur du groupe en question, quoi. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, et à voir si ça va se développer et se confirmer dans notre période, mais c'est ce jeu-là qui est très important chez Hannah Arendt, en disant que la perte de confiance venait d'un système où les gens se disaient à l'époque le système est corrompu, ce qui était vrai parce que le système bourgeois, la morale bourgeoise était corrompue comme elle l'est aujourd'hui. Voilà, on voit la droite qui passe des lois et qui essaye de dire bon, en gros, on va plus avoir de contrôle et on va pouvoir s'en mettre plein les poches. Et donc, ce qui est vrai. Et en se disant, puisque il y a cette chose qui est vraie, que je vois, que je perçois, mais qu'on ne peut pas dire, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de le nommer, alors l'autre truc qu'on n'a pas le droit de nommer et qui va être bloqué par la bonne morale, etc., qui va être l'antisémitisme, par exemple, et aujourd'hui, tout ce qu'on veut, et si dans un cas c'est vrai, l'autre est vrai aussi. Et ce mécanisme-là, je pense que un CNews en joue beaucoup, quoi. Tu veux dire cette espèce de non-dit qui laisse de sous-entendu que tu remplis un peu comme tu veux. Oui, alors je pense qu'on a une société qui est quand même, dans laquelle il y a beaucoup de racisme et où il y en a toujours eu, et pendant longtemps le racisme était tabou. Mais oui et non. Oui et non, mais en fait, je pense qu'avant quand même, les Polonais, les Italiens, etc. Ils ont pris plein la gueule. Non, mais il y a eu. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, si tu prends dans les 30 dernières années ou depuis les années 80, où quand tu as eu l'émergence de SOS Racisme, ce genre de choses, où le racisme est devenu un sujet vraiment important, où on commençait à en parler, je pense qu'en réalité, il a toujours été très présent et qu'il y a un certain nombre de gens qui ont joué le jeu, n'ont rien dit ou ont fait semblant, alors qu'ils n'en pensaient pas moins, y compris dans les partis de gauche, etc. Et que cette incapacité à réellement aller frontalement contre le racisme, parce qu'une grosse partie des gens, eux, en fait, en réalité, n'avaient pas vraiment de problème avec le racisme, c'était eux-mêmes plutôt racistes, fait qu'aujourd'hui, la position antiraciste est très fragile à cause de ça. Enfin, c'est mon sentiment, quoi. C'est intéressant. Ah non, ils n'étaient pas racistes. C'est juste que quand même, les Éthiopiennes comme bonnes, ça coûte moins cher. Mais c'est pas du racisme. À mon avis, c'est comme ça, quoi. Tu prends un mec comme Valls. Valls, il était dans le camp des gentils. Il était parti socialiste, quoi. Et puis, il s'est fait filmer en train de dire ouais, mais moi des blancos, des whites, tout ça, parce qu'il voulait pas trop de noirs dans son truc, parce qu'il sait que son électorat va pas aimer. Et lui, est-ce qu'il est raciste sur le fond? Peut-être. Et au final, en fait, je pense que lui s'en fout. C'est-à-dire qu'il sera ce qu'il faut être pour être réélu. Et donc ça lui posera aucun problème d'être raciste, et le mec a pleinement conscience que ça part en faveur de son électorat. Bon, ça lui a pas porté chance dans sa carrière politique pour autant, mais voilà. Parce qu'il est trop antipathique, mais en tout cas, effectivement, le fait de se dire qu'il soit raciste ou qu'il le soit pas, peu importe, le fait est que c'est le genre d'opportuniste, et le problème c'est que ça pullule maintenant partout sur les couloirs des assemblées et jusque dans les mairies des petites communes, de ce genre de personnes qui se disent bon, puisque le fond de l'air est raciste, soyons-le. Voilà. Et ce que je trouvais symptomatique et intéressant chez Arendt, c'est qu'elle explique que voilà, l'antisémitisme avant c'était un truc de démagogue, c'était une opinion, et ensuite c'est devenu une sorte de règle de société. Et qu'à partir de là, ça a changé radicalement les choses.
Et pour moi, on va le voir chez certaines personnes d'extrême droite, tu vois, dans leur revendication, et qui disent mais bien sûr, je suis raciste, et alors et du coup, tu vas en faire une sorte de ciment et de fierté et d'identité face au monde. Et ça change un peu, radicalement les choses. Et au final, les arguments qu'on va pouvoir opposer à ça, avec des trucs sur la biologie ou des choses comme ça, en fait, ça n'a aucune portée, puisque c'est pas ça le sujet, en fait. C'est pas le savoir s'ils ont raison ou tort. Et puis s'attaquer à leurs ennemis, ou à expliquer que leurs ennemis sont fantasmés, c'est du coup s'attaquer à eux, puisqu'ils se définissent par rapport à leurs ennemis, ou par rapport à leur fantasme d'ennemis. C'est un truc sur lequel je reviendrai, mais oui, il y a pas mal de trucs là-dessus. Et au début du XXe siècle, il y a des partis qui avaient comme seul programme et comme seule idéologie celui d'être antisémite. C'est-à-dire, ils ne se prétendaient pas être de gauche, de droite, capitalisme, anticapitaliste, etc. Leur seule ligne directrice, c'était nous avons désigné une catégorie de population qui est notre ennemi, et nous allons donc nous défendre, entre guillemets, contre elle. Avec cette particularité qui est vraie aujourd'hui encore, c'est qu'en fait, ces gens-là ne s'opposent pas à une population, ils s'opposent aux fantasmes qu'ils ont de la population. Donc on connaît les protocoles des sages de Sion, documents fictifs écrits par des antisémites, et qui devient un truc objectivé, où on dit c'est vrai, et ce que dit Arendt aussi, qui est assez fabuleux, c'est de dire que en fait, ce document est devenu une sorte de manuel politique pour les nazis. Et qu'en fait, ce qu'ils mettent dedans, la domination mondiale, etc., c'est en réalité ce que les nazis vont faire. Et donc, et elle met des citations d'Himmler, je crois, qui dit, mais en fait, ce document, je le lis, et puisque les juifs veulent dominer le monde, réalité, fictive, imposée, alors nous sommes légitimes à le faire, et donc au final, ils font très exactement ce qu'ils reprochent aux autres. Et aujourd'hui, on a le même truc avec tous ces fantasmes sur les musulmans, sur les trans, sur les homosexuels, c'est ça. Déshumaniser l'ennemi, c'est une manière de pouvoir se comporter légitimement comme inhumain envers eux. Mais pour moi, c'est pire que ça, c'est qu'ils construisent un ennemi. C'est-à-dire qu'ils prennent des gens qui font une partie d'une catégorie et ils leur collent leurs croyances et disent vous êtes comme ça, vous faites ceci, et donc je vous déteste pour toutes ces raisons-là. Mais ça, c'est le principe même du bouc émissaire. Tu vois, à la base, le bouc émissaire, c'est un rituel de purification religieuse. Ouais, alors je me permets de te couper, parce qu'on va peut-être faire une petite pause musicale, et ensuite on te lance. Je reviendrai si tu veux après. Ouais, complètement. Sauf si tu veux parler avant, il n'y a pas de... Non, pas lui. Frichons l'affreux à la faux avant d'étouffer sous la crasse. Du prix j'en suis accro, faut que ce soit net et bien en place. De façon efficace, faut qu'on efface tout ce qui dépasse, tout ce qui se déplace sans déranger. Par tout ce qui se passe, je suis dérangé. Par tout ce qui se passe, je suis dérangé. C'est du propre qu'il nous faut. Faut pas que ça déborde trop. Trop de saleté, trop de défauts, faudrait laisser ça sonne faux. C'est du propre qu'il nous faut. Conception bien tranchée, cette manique et un recours afin de m'empêcher de flancher, enchaîné à cette idée fixe. J'essaie de penser que tout doit être parfaitement lisse, donc j'essaie de poncer. C'est la vis pour dresser la vis, c'est ma devise, c'est mon habit de masquer les vices. C'est du propre qu'il nous faut pas que ça déborde trop. Trop de saleté, trop de défauts, faudrait laisser ça sonne faux. C'est du propre qu'il nous faut. Défrichons l'affreux à la faux avant d'étouffer sous la crasse. Du tri j'en suis accro pour que ce soit net et bien en place, de façon efficace. Maintenir des cons en forme, qu'importe le fond. Faut mater la forme, pas le confort et que ça saute. De l'humain fort et sans faute formaton. Et que ça sorte comme le format dans un photomaton. Pas trop de café concert, fermé qu'à sa nuit, ça m'ennuie. La musique c'est du bruit, la nuit elle me suit dans mon lit. Quand je suis enfermé à huis clos chez moi. Mais n'allez pas croire qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Vouloir une vie dont j'ai pas une vie
En panne de sens, de retour après cette première pause musicale. Et donc c'était les Patatrats avec un morceau qui s'appelle C'est du propre, sous licence art libre. Donc nous parlons aujourd'hui des boucs émissaires et Yann, tu avais toute une série de choses à dire, notamment en réaction à ce que j'ai dit. Ouais, bah déjà à l'origine de boucs émissaires, d'ailleurs c'est assez tristement marrant que on en parle pour parler d'antisémitisme, parce qu'à la base c'est un rituel qui est décrit dans le Lévitique, c'était un rituel hébreu, un rituel de purification, où on tuait un bouc qui devait être porteur de tous les péchés, etc., pour se purifier à travers lui, quoi. Donc je trouve que dans l'idée même de reconstruction de l'image, si tu veux, de celui qui devient l'ennemi. Alors là, c'est pas l'ennemi, c'est au contraire le porteur de la purification. Mais à la base, c'est ça, quoi. Et ça a été utilisé aussi chez les Grecs après, chez pas mal de gens. Mais l'idée qu'on construit un truc, c'est-à-dire qu'on construit l'image que c'est lui qui va porter nos péchés pour qu'on en soit purifié, déjà, le pauvre bouc, je suis désolé, mais je pense pas que ce soit sa nature profonde d'être comme ça, quoi. C'est déjà de la reconstruction à la base. Donc voilà. C'est un truc d'ailleurs dont tu as parlé, j'ai lu pas mal de trucs sur le bouc émissaire, notamment chez René Girard, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas René. Alors, non plus. Tout comme une fois présente, j'avais parlé de Hobbes, qui est un type très antipathique, mais qui a dit des choses avec lesquelles j'étais pas toujours d'accord, j'étais parfois, etc. Heureusement, il est mort. Oui, puis depuis longtemps. Girard aussi, mais depuis 10 ans seulement. Ah, ouais. Donc voilà. Lui, c'est pareil, je suis pas d'accord avec tout, y compris avec le bonhomme qui a fini quand même par devenir catho, et puis à l'Académie française, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais qui a écrit en 72 un bouquin qui s'appelle Le religieux et le sacré, ou Le sacré et le religieux, je sais plus dans quel ordre, je vais vérifier. Et peu importe. Oui, peu importe. Il y a deux mots dans le titre. Ouais, et qui est justement un bouquin super intéressant sur la manière dont il voyait la construction des boucs émissaires et leur utilisation. Il en profitait pour tacler quelques personnes, dont Freud et Lévi-Strauss, qui me fait très plaisir. Oui, moi aussi. Voilà. Et donc, un de ces postulats, c'est que la construction du bouc émissaire, en fait, elle se fait moins par rapport à ce qui est différent chez le bouc émissaire qu'au contraire à ce qui est semblable. Dans le sens où la motivation de base, c'est qu'on veut la même chose. Mais on considère qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc voilà. Et le bouc émissaire, effectivement, c'est plutôt... Alors c'est parfois quelqu'un qui est à l'extérieur, mais c'est souvent l'ennemi de l'intérieur, en fait. Et quelque part, il nous est très semblable, et en même temps, on va chercher juste le petit truc qui va faire qu'on pourra le bouc émissairiser. Et là-dessus, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vraiment, pour lui, en fait, c'est vraiment une construction qui se fait à partir du mimétisme, qui est un peu la base de l'apprentissage, en fait. Donc en ça, moi, je trouve que c'est une approche qui est intéressante. J'ai une petite question pour toi, mais peut-être que tu n'as pas la réponse. Est-ce qu'il y a un lien entre le bouc émissaire et le fait que, ensuite, dans la mythologie médiévale chrétienne, le bouc est devenu le symbole du diable ? J'en sais absolument rien. Coïncidence ? Je serais tenté de dire que c'est plus par rapport effectivement aux animaux sacrifiés, mais plus par les Grecs, par les Latins ensuite, ou par les Gallo-Romains, etc., que ça s'est fait, quoi. Parce qu'il y avait des sacrifices d'animaux un peu partout. Là, j'ai parlé du Lévitique, parce que c'est là que le mot bouc émissaire a été utilisé. Encore un coup des Juifs. Et voilà. En même temps, le Lévitique, faut s'accrocher quand même, parce que dans le genre bourrin, là. Voilà, dans le genre qui désigne plein de boucs émissaires, justement, qu'il faut éliminer physiquement, c'est un peu à concentrer. J'en ai entendu parler, malgré ma faible culture en matière religieuse. Et donc, bon, assez classiquement, pour lui, il considère en fait que le bouc émissaire, c'est quelque chose qu'on a tendance, la bouc émissarisation, quelque chose qu'on a tendance à laisser faire parce que ça canalise la violence sociale et que c'est un outil en fait qui permet finalement, c'est un outil de paix sociale. Une sorte de catharsis. C'est ça. D'accord. Et c'est presque, même si c'est pas dit, même si c'est pas avoué, c'est une manière de catalyser en gros la violence vers des cibles qui sont à la fois, puisqu'on parlait de mimétisme, qui sont à la fois des cibles à l'intérieur, mais en même temps qui sont déjà, par cette interprétation-là, rejetées un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Quoi. Comme ça a été le cas, comme c'est encore le cas avec les Juifs, comme c'est encore le cas avec les Gitans, tu vois, ou les Arméniens qui étaient trop russes pour les Turcs et trop turcs pour les Russes, ou des gens comme ça. Quoi. Donc, et il faut qu'ils soient faibles aussi. Et il faut qu'ils soient faibles.
ou qu'on lui crée une position de faiblesse ou une position qui le rende indéfendable en fait. Qu'on crée de l'adhésion en fait autour de ça. Donc ça c'est vraiment un point qui est super important. C'est un truc que Arendt dit par rapport aux Juifs, c'est-à-dire que pendant un temps, les Juifs qui étaient dans la finance avaient du poids et du pouvoir, et que avec la modernité ils en ont beaucoup perdu, et que du coup ils sont devenus inutiles, on va dire, en tant que dans ce domaine-là, et que c'est d'autant plus facile de les prendre comme bouc émissaire qu'ils n'avaient plus de pouvoir. Ouais. Et en fait, pour lui, c'est vraiment un truc, mais ça me paraît assez logique, qui est indissociablement lié à la violence sociale, en fait, générale, et c'est une manière de l'exprimer sans mettre en danger la société. En gros, plus il y a d'oppression sur la majorité des gens, plus elle aura tendance à se tourner vers plus voilà. opprimés qu'elle. En gros, c'est le principe de la personne qui a eu la pression toute la journée au boulot, mais qui n'a pas pu cracher sur son supérieur, mais qui va donner un coup de pied à un chien sur le trajet du retour, tu vois. Le chien, il n'a rien demandé, mais il passait par là, et lui, au moins, le chien, c'était celui à qui il pouvait donner un coup de pied. Voilà, c'est le principe, ou qui va se bourrer la gueule et de coller des torgnoles à ses gamins, tu vois. C'est ça. Voilà. Et c'est exactement ce principe-là, en fait. Ça me rappelle une chanson de Arthur H. Il dit: quand ça va mal, je frappe un chien, ça fait du bruit, ça fait du bien. C'est bien d'avoir une émission comme ça qui aligne les citations de grande culture. C'est ça. Donc voilà, en gros, le principe tel qu'il le diffère, il y a énormément de choses, hein, c'est un bouquin qui est assez dense. Je pourrais vous le prêter si vous le voulez, ou vous inciter à le lire. J'ai encore tout Hannah Arendt à finir. Mais je le trouve vraiment intéressant. Je ne vais pas m'étendre sur comment il dégomme Freud, mais ça m'amuse beaucoup. Ah, ça, du coup, ça m'intéresse. Et en fait, ça va au-delà juste effectivement de la définition du bouc émissaire telle que tu l'as décrite, en fait, mais c'est d'une manière générale ce qui préside aussi aux actes de justice, entre guillemets. Au fait notamment, même si c'est moins le cas, heureusement, enfin c'est plus le cas en France, heureusement, il y a peut-être des pays où ça l'est encore, où on allait voir des pendaisons en famille le week-end et ce genre de choses, parce que c'était aussi ça. C'était pas seulement offrir, si tu veux, de la justice pour ce que ça vaut, pour ce que ça veut dire, mais offrir aussi le spectacle de la vengeance, en fait. Oui. Exercer au nom du peuple sur des gens. Oui, alors... Et les gens qui allaient assister à ce défoulement collectif, la plupart n'étaient pas victimes, n'avaient rien à voir avec elles, quoi. Elles se projetaient juste là-dessus, et du coup, l'autre était forcément coupable et méritait forcément ce qui lui arrivait, et c'était un beau spectacle. Alors, Michel Foucault, dans Surveiller et punir, en parle. Alors lui, sur la partie Ancien Régime, où il dit que c'est le roi, c'est la puissance du roi qui s'exprime, et l'autorité, pas celle du peuple. Et il disait qu'il y avait une sorte d'équilibre à trouver, c'est-à-dire que le méchant devait être puni et souffrir, mais pas trop, et que c'était un équilibre délicat de la part du bourreau et des pouvoirs en place. C'est-à-dire que si le châtiment était trop doux pour quelqu'un qui avait fait un truc abominable, la foule pouvait s'énerver et on pouvait avoir une émeute. Et si à l'inverse, il souffrait trop alors qu'il avait fait un truc qu'on considérait comme pas si grave, la même chose pouvait arriver. Et qu'en gros, il y avait cette démonstration de force, mais qu'il fallait une sorte d'équilibre, pas trop peu, mais pas trop non plus. C'est vrai, c'est sans doute vrai pour l'Ancien Régime, mais le problème, c'est que les exécutions publiques, ça a duré jusqu'en 1930, et l'Ancien Régime, il était un petit peu loin derrière. C'est certain, oui. Et là, on peut plus dire que c'était l'expression de la volonté du roi. En 1930, on savait plus rire, 39, on guillotinait les gens, quoi. On n'avait pas les supplices à l'ancienne. C'est vrai, mais c'était assez spectaculaire. Donc dans le principe, il y a aussi ce côté-là. En fait, le bouc émissaire, j'ai pas envie de dire que les boucs émissaires sont partout, mais c'est un peu ça. C'est un principe qui s'applique à tout, quoi. Le gars qui se venge en rentrant du boulot sur le premier truc qui lui tombe sous la main, c'est les justiciables, c'est ça, etc. Et j'ai lu il y a pas longtemps quelqu'un qui comparait ça avec le Brexit aussi, en disant de toute façon tout est de la faute de Bruxelles. Et puis un jour, les gens qui ont voté le Brexit, ils se sont rendus compte que c'était toujours la merde. Ils s'en étaient peut-être pas pris au bon. Alors on va s'en prendre un autre peut-être la prochaine fois, mais ce sera toujours des boucs émissaires, quoi. Cela étant, la plupart du temps, les personnes, je suis pas sûr qu'ils croient à 100% en fait. C'est-à-dire que si le bouc émissaire disparaît et que les problèmes subsistent, ils trouveront encore une explication pour expliquer que... Ils trouveront un autre bouc émissaire, et c'est les sociétés basées là-dessus, elles finissent par se bouffer elles-mêmes, parce qu'il y aura toujours des coupables de l'intérieur à chercher, c'est le principe. Oui, et puis c'est aussi, alors dans le totalitarisme selon Arendt, c'est que il y a le chef est dans une relation directe avec la masse, et pas avec la société. C'est une masse, c'est des gens qui n'ont pas de structure. Et du coup, il va inventer des nouveaux complots, des nouvelles choses. Notamment le stalinisme, elle en parle pas mal en disant que le stalinisme, il y a eu, je sais plus, 4 ou 5 complots d'affilée.
pour expliquer que l'ennemi était à l'intérieur et que tout allait mal, etc. Et tant qu'on arrive à faire tourner la machine, eh ben, effectivement, le pouvoir totalitaire peut se maintenir. On commence à voir ça un petit peu avec Trump qui arrive sans arrêt à trouver de nouveaux boucs émissaires. On n'en est pas encore au point où il y a des purges réelles dans ses propres rangs, mais il y a un côté chez lui de capacité à sans arrêt désigner de nouveaux ennemis intérieurs. Là, j'ai vu une réaction sur un mastodon, un réseau social. Une américaine qui publie une capture d'écran de Twitter. Et en fait, l'attaque de l'Iran par les États-Unis ont fâché un certain nombre d'électeurs de Trump et de gens qui sont MAGA depuis le début, parce que c'était un des arguments massus de Trump, c'est de dire j'ai jamais démarré de nouvelle guerre, moi je suis pour la paix, etc. etc. Et du coup, il y a un mot d'ordre qui est donné par un leader, Vance ou je sais plus lequel, et qui dit, en gros, si tu n'es pas derrière les frappes en Iran, alors si tu n'es plus MAGA parce que tu ne valides pas les frappes sur l'Iran, c'est que tu n'as jamais été MAGA. Moi j'ai envie de dire, montre-nous déjà les armes de destruction massive irakiennes, et ensuite on acceptera peut-être de croire qu'il y avait aussi des trucs nucléaires en construction en Iran. Mais non, mais c'est justement, voilà. Mais en fait, peu importe. Et c'est là où justement que je trouve le truc intéressant, c'est qu'il dit si tu n'es pas avec nous, c'est que tu n'as jamais été avec nous. Donc c'est pas tu ne fais plus partie du groupe. C'est que tu n'as jamais fait partie du groupe et ça a toujours été une illusion. Et rétroactivement, peut effacer comme on a effacé les photos des anciens dignitaires soviétiques avant qu'ils soient tombés en guerre. Il y a ce double truc, il y a le côté rétroactif, effectivement, et il y a cette fameuse rhétorique du « t'es avec nous ou contre nous », il n'y a pas de demi-mesure, c'est juste ça n'existe pas, c'est impossible. Mais tu ne peux pas trahir au final. C'est-à-dire que, et ça c'est un point très important, c'est que tout est prévu à l'avance. Donc les staliniens étaient connus pour effacer les photos. Les nazis, leur truc, c'était de faire des lois rétroactives. Donc, ils faisaient un truc illégal, ils tuaient des gens, etc. Ils passaient une loi rétroactive en disant, en fait, on a le droit. Donc, tout va bien. Et là, la cohérence est maintenue comme ça. Quoi. Oui. Je ne sais plus du tout où j'en étais, mais je crois qu'on n'a pas arrêté de t'interrompre. Non, c'est le principe. On est là pour discuter. Voilà, c'est la faute de Sébastien. Non, on est là pour discuter. On n'est pas là pour monologuer. Sinon, on ferait directement court. Ce serait beaucoup plus simple. Mais bon. Oui, en gros, voilà. C'était pour revenir sur cet aspect-là, en fait, qui est double. C'est-à-dire qu'il y a un aspect à la fois individuel dans la recherche du bouc émissaire, le gars qui va donner un coup de pied au chien. Il y a un aspect collectif, mais hors société ou en marge, mais en même temps plus ou moins toléré, parce que c'est un bon moyen de faire retomber la pression. Mais il y a aussi un bouc émissaire institutionnel, en fait, dans pas mal de cas. Et pas seulement dans les régimes autoritaires. Le coût des exécutions publiques, ça en faisait partie. Le coût de faire apparaître des ministres ou des ci ou des ça dans les médias qui vont dire les chômeurs coûtent trop cher, les retraités coûtent trop cher, c'est aussi de la bouc émissarisation. Plutôt que de dire en fait, on gère mal les comptes. C'est ce que le principe du bouc émissaire, c'est aussi ça, c'est un rejet de responsabilité. C'est le fameux bouc qu'on va sacrifier parce qu'il est porteur du péché des autres, des péchés des autres. Bah oui, mais en fait... C'est un moyen non seulement de garantir la paix sociale par la canalisation de la violence, mais aussi par la négation de ses propres responsabilités ou de la responsabilité collective, en fait. Et ça, c'est super efficace. Et ça, beaucoup de gens en ont besoin. C'est une forme de déni organisé, en fait, institutionnalisé. Et c'est aussi une technique de pouvoir. Et pour moi, c'est là où ça devient dangereux, c'est qu'à partir du moment où tu ne dis pas, c'est devenu impossible de nommer les vrais problèmes, alors tu as d'autant plus besoin de boucs émissaires et de façon encore plus violente et encore plus radicale. Oui. Bon, allez, après Orwell, il te dirait qu'il n'y a pas besoin de nommer les vrais problèmes, il suffit d'inventer des noms. Oui. Les concepts opérationnels, si on prend des Franck Lepage, oui. La différence avec Orwell, c'est que ces boucs émissaires étaient extrêmement lointains, ils ne faisaient pas partie des gens que les gens croisaient au fur et à mesure, c'était des puissances extérieures, alors que... Non, il y avait aussi des ennemis de l'intérieur, voyons. Pourquoi tu créerais une société répressive si tu n'avais pas des ennemis intérieurs ? Il faudrait peut-être que je relise mon Orwell. Qui était l'ennemi intérieur dans Orwell ? Il faudrait que je le relise aussi. Mais, les gens qui pensent. Des gens qui pensent, oui. Il y en a d'autres, c'était les gens qui lisent, mais on brûlait les livres. Bon, chacun avait son truc, mais Orwell, il faudrait que je le relise. Ça pourrait être un sujet pour une prochaine émission. Absolument, Orwell. Surtout qu'il y a aussi des films intéressants à ce sujet. Oui, clairement. Très bien, on se refait une pause musicale ? Ouais.
moi contre mes bêtes, est-ce que cela vous inspire de voir ainsi nos houes réclamer le plaisir, à broyer du Kleenex, à bénir les potences, mandragore sous les pattes, leur demandant à outrance. Quelles sont les recettes de vos sources et sointements? Car nous pauvres lombriques bricolons la lubie des cathéters lombriques sans destin en leur pied. Par notre bombe mammouth, nous vous offrons menottes et tartines goudronnées, mais joli pour une fois, il faut mûr et frotter. En panne de sens, de retour pour la troisième partie de notre émission sur donc les boucs émissaires. Nous avons écouté de la musique et c'était Jean Bleu avec un morceau Jean Wai, morceau voilà, qui parle de pastèque. J'ai pas bien compris les paroles, sous licence art libre. Elle était bien. Ouais. Et donc Sébastien, tu vas nous parler d'un film. Parce oui. que tu es un cinéphile. Oui, j'ai cette art parmi d'autres. Je voudrais parler d'un film qui est triplement et tristement d'actualité. D'abord parce qu'il est sorti il y a presque tout juste 50 ans, en février 1975. Ensuite parce que son réalisateur Yves Boisset a malheureusement disparu en mars dernier dans une relative et tragique indifférence, selon moi. Et parce que aussi et surtout, revu aujourd'hui, il paraît vraiment terriblement actuel et pertinent, comme je vais tâcher de le démontrer dans les prochaines minutes. Écoutons. Alors, qu'est-ce que c'est que Dupont-la-Joie ? Dupont-la-Joie, en fait, ça se présente au départ comme une comédie, avec en gros des acteurs qui à l'époque étaient connus pour être un petit peu catalogués du côté gaudriole, truc un petit peu pour se marrer au cinéma populaire. Bah, en même temps, c'est logique, puisque c'est en gros des bons pépères qui vont au camping, quoi. Exactement. Et le film, dès le début, les caricatures, mais avec une espèce de verve qui est très gênante, surtout vue aujourd'hui, mais qui est quand même relativement drôle et surtout très très bien vue. La charge est donc très très lourde parce que globalement, il suffit d'une scène ou deux pour qu'on puisse vraiment tâter la xénophobie, l'antigénisme, le caractère libidineux, réactionnaire, magouilleur, géniard, agressif du personnage principal qui donne son nom au film. Et grégaire de beaucoup d'autres. Pas tous, mais grégaire de pas mal d'autres aussi.
Oui, aussi. Et si c'est le personnage principal, mais c'est vrai aussi que autour de lui, il y a toute une espèce de faune qui est montrée, ses amis de camping, qui sont de catégories sociales un peu différents. Il y a le représentant en lingerie, qui est également assez libidineux, c'est un huissier pincé et coincé, j'allais dire allemand, mais en fait il est alsacien, qui est totalement friand. Dis jamais ça, un alsacien. Tu vas mal finir. Oui, je sais, mais c'est une émission où on ose tout dire. Donc le film a la main très très lourde, mais c'est assez réjouissant et difficile de lui en vouloir parce que c'est vraiment une grosse satire en fait. Mais en fait, ça s'arrête pas là. Donc l'histoire, c'est celle d'un cafetier, d'un patron de bistrot qui, comme chaque année, se rend l'été venu dans un camping du sud de la France pour y retrouver ses amis, manger de la charcuterie, faire des blagues éculées et en gros aussi tenir des propos éhontément racistes. Le problème, en tout cas, enfin la petite chose dans ce film qui se passe, c'est que y a un crime, un meurtre sexuel, un viol suivi d'un meurtre, et globalement le personnage principal, qui en est l'auteur, pour se faire innocenter ou pour attirer les soupçons sur quelqu'un d'autre, globalement tâche de faire accuser les ouvriers maghrébins qui travaillent à côté du camping, au point donc où ça finira par un lynchage. Donc en gros, la grosse comédie se mue en drame policier et en pamphlet ouvertement antiraciste. Tous les personnages sont très très chargés, il y en a quelques-uns qui sont sauvés par le film d'une manière ou d'une autre, et ils sont souvent étranger entre guillemets au corps national. Il y a un juif pied noir, Gouayer, qui est le patron du camping, mais qui est montré comme justement quelqu'un qui vient d'un milieu très populaire et qui est proche des Arabes dont il parle la langue et qui va justement s'écarter un petit peu de la meute qui est en train de se constituer autour de Monsieur Lajoie. Il y a aussi un entrepreneur italien qui est très empathique et qui sera une sorte de contrepoint humaniste. Et enfin, il y a un inspecteur de police, l'inspecteur principal qui est joué par Jean Bouise, qui, lui, une sorte de boussole morale dans le film. Il arrive et il dit « Attendez, il y a un problème. Ce ne sont pas les Arabes qui ont commis ce meurtre, ce sont ces bons Français bien nés. » Le film, en fait, à la fin, étend sa critique au-delà justement de la caricature du français moyen à la société tout entière et à son système policier et politique, puisque sans trop en dire, globalement, le policier en question, contre un petit coup de pression et surtout une promesse de promotion, remballera ses grands discours et globalement, les racistes, les ratonneurs, sortiront libres. D'ailleurs, petite précision, effectivement, tu as parlé des gens qui, justement, suivaient pas, cautionnaient pas le truc. Le patron, qui est un juif pied noir, notamment. Mais globalement, c'est quand même des personnes, justement, et c'est pas inintéressant que ce soit précisément eux, qui ont eux-mêmes subi de la discrimination. Même l'italien, cette époque-là, lui, gamin, il a vécu le fait qu'on voulait pas d'Italiens en France, que ça, qu'on leur jetait des cailloux, qu'ils volaient le travail des Français, etc. Et il indiquait d'ailleurs dans le film, effectivement, s'il prend le parti justement des ouvriers musulmans, d'abord c'est parce qu'il les connaît, il travaille avec eux. Il y a vraiment les gens qui sont montrés comme étant justement proches des ouvriers, des prolétaires, des musulmans sont montrés comme globalement empathiques, et aussi effectivement il raconte que son père a été lynché pendant la guerre par des Français qui ont considéré qu'un boutiquier italien était un espion ou un ennemi de l'intérieur. On y revient. Ouais. Donc voilà, donc au début on passe d'un festival de saillies savoureuses au premier ou au deuxième degré, du style notre camping, on ne peut pas se tromper, il est au bord de l'autoroute, pour en dire à quel point c'est vachement bien d'aller dans ce camping-là. Pas plus haut que le bord, comme dit pratiquement à plusieurs reprises l'un des habitués du café. Enfin, toute une espèce de florilège de phrases comiques au deuxième degré, ou bien de clichés qui sont dits par des acteurs qui sont vraiment incroyables. Et notamment Jean Carmé, donc, qui la révélation du film, une révélation tardive. Il avait déjà une grande carrière derrière lui. Il était déjà vieux. Il a toujours été vieux dans le cinéma, Jean Carmé.
et qui est beaucoup pour la réussite du film. Oui, c'est vrai qu'il est génial, alors que souvent c'est des rôles rigolos, mais de faire valoir un peu neuneux, tu vois, comme dans Le Grand Blond, ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Et là, en fait, incarné par un autre acteur, en fait, ce serait un personnage tellement odieux et chargé, dans tous les sens du terme, hein, que ça aurait paru artificiel. Mais Carmé incarne vraiment, et sans second degré, ce personnage de français moyen, vraiment au premier degré comme pas possible, et il le rend ordinairement odieux et odieusement ordinaire, en fait. Ouais. Il est d'ailleurs tellement crédible et investi dans ce rôle que ça aura un double impact sur sa carrière. D'abord, ça le révélera au grand public, et il aura ensuite une très longue carrière où il aura beaucoup de rôles. Malheureusement, des rôles du même type. Il restera souvent cantonné à des rôles de franchouillard veule. Il a un physique en même temps, il peut pas jouer les jeunes premiers. Et c'est encore plus tragique qu'il a très mal vécu ce tournage, qu'il était visiblement, d'après ce que j'ai pu en lire, totalement aux antipodes de ces individus qu'il incarnait. Et on raconte même, Boisset raconte même dans un entretien qu'il a eu toutes les peines du monde à lui faire tourner la scène du viol, qui objectivement est atroce, parce que cette scène rendait l'acteur malade. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Enfin, oui. Voilà. Une réaction plutôt saine, je dirais. Surtout à l'époque où on sait que, voilà, quoi, sur les tournages des scènes de viol, ça pouvait paraître totalement, anecdotique. On se souvient du film Les Valseuses où, globalement, c'est pour de rire. Ouais. Alors que là, dans ce film-là, il y a vraiment un côté, on te montre un viol, on te montre une émeute, un lynchage, et globalement, c'est sans, du coup, voilà, on détourne pas les yeux, on te montre ce qu'il y a à voir, et c'est vraiment atroce. Juste une petite chose aussi, parce qu'en regardant des trucs sur le film, justement, pour vérifier, j'avais oublié ce détail-là, mais l'histoire dans l'histoire du truc, c'est que il y avait un groupe actif qui se faisait appeler Charles Martel, le nom charmant, qui a fait un attentat à la bombe un an avant à Marseille, etc., qui a menacé le film, qui a menacé le tournage en disant qu'il fallait pas qu'il tourne ça, etc., qui a balancé des cocktails Molotov sur le lieu de tournage, etc. Donc voilà. Ouais. Parce qu'en gros, le film, il a été un succès public, hein, et il reste emblématique d'une époque où il était encore possible de proposer des films populaires et engagés, à la fois simples et directs dans leur expression, et sans concession. Encore une fois, le film, il est radical. Il est très cash en plus. Hein, exactement. Et globalement, voilà, ce qui est intéressant, c'est que on peut imaginer qu'aujourd'hui, ce film se ferait plus difficilement qu'à l'époque, mais en fait, à l'époque, ça a été vraiment la croix et la bannière pour tourner ce film. Ça s'est pas fait sans difficulté. Parce qu'au départ, ça s'inspire d'une vague de meurtres racistes et même d'un fait divers survenu dans le sud de la France. En gros, il y avait un ressortissant algérien à la santé mentale fragile qui a assassiné un chauffeur de bus, et ça a occasionné une espèce de vague de commentaires racistes. J'ai des articles de l'époque que je vous citerai pas, mais globalement, ça fait vraiment penser à ce qu'on peut écouter aujourd'hui sur CNews, par exemple. Et les jours et les semaines suivantes, des dizaines d'immigrés sont assassinés par armes à feu, coups de hache, noyés dans le Vieux-Port. Et effectivement, des cocktails Molotov sont lancés contre des foyers d'immigrés dans le sud de la France, jusqu'à une bombe qui va carrément exploser au consulat d'Algérie. Donc, il faut imaginer que vraiment, c'est une poudrière. On est 10 ans en plus après la fin de la guerre d'Algérie, et clairement, il y a certaines choses qui sont encore très présentes dans la société française à l'époque. C'est un point important sur le mythe de l'âge d'or et dire avant c'était mieux, etc. C'est qu'on oublie à quel point, dans un passé pas si lointain, les choses étaient loin d'être aussi pacifiées et stables qu'on veut bien le croire. Et ça veut aussi dire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas moins violent que celui dans lequel on vivait avant. Enfin, ça, en tout cas, ça se discute. Violent, en tout cas, il n'est pas plus violent, mais il n'est pas moins violent non plus. Je sais pas. Ce serait l'occasion d'en discuter notre émission. Mais en tout cas, voilà, le sujet est encore très sensible dans le Var où Boisset tient à tourner. Globalement, ça s'exprime à tous les niveaux, avant, pendant et après le tournage. Avant le tournage, il a des autorisations de tournage qui lui sont retirées, comme à Toulon par exemple. Pendant le tournage, il y a une agressivité latente qui reste présente autour de l'équipe. Donc tu as cité effectivement les agressions du groupe Charles Martel. Il faut savoir que les deux principaux acteurs maghrébins du film sont tous les deux agressés, hospitalisé au point de ne pas pouvoir finir le tournage. Et l'un d'eux, Abderrahmane Benkloua, le comédien qui joue justement l'ouvrier victime de la ratonnade, est pris à partie par 4 individus qui lui tirent dessus en le laissant pour mort. Donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas un film courageux, en tout cas. Hein.
Oui, puis lui tirer dessus, a priori, on peut pas dire qu'il voulait juste lui péter les dents, quoi. C'est clairement ça. Et donc, le réalisateur raconte également que certains hôtels, certains restaurants refusaient d'honorer les réservations, parce qu'ils considéraient qu'accueillir des comédiens arabes faisait fuir les clients, nuisait à leur standing, etc. Et même après la sortie, il continue à avoir des problèmes puisque les exploitants ont refusé de diffuser, comme le patron du cinéma Pathé de la place de Clichy, qui craignait que le public arabe attiré par le film ne crée des troubles avec ses habitués. D'accord. Et pourtant, franchement, voilà, des classes populaires à place de Clichy, c'est voilà. À l'époque plus quand même. À l'époque beaucoup plus effectivement. C'était pas gentrifié comme maintenant. Clairement. Il y a eu des échauffourées dans la sortie des séances, etc. Donc malgré tout, le film a atteint un grand succès populaire et il obtiendra l'Ours d'Or au Festival de Berlin, même si la critique va pincer le nez parce que c'est un film populaire, c'est un film qui veut parler au plus grand nombre et puis c'est un film à qui on va reprocher d'être caricatural, de montrer avec beaucoup de manichéisme les choses. Et là, pour le coup, je vais faire une petite parenthèse pour revenir un peu en arrière sur la façon dont le tournage tout entier a été empreint du racisme qu'il dépeint. Boisset a fait appel à des figurants qu'il a trouvés dans un camping proche du lieu de tournage et en fait il se prenait tellement au jeu qu'il a dû interrompre le tournage pour éviter que la ratonnade qui était simulée devienne réelle. On en était là tout de même. Et le racisme des gens autour de lui, alors que lui il est là pour dénoncer et son scénario est explicite et il ne cache pas les intentions de son film, ça l'interloque en fait. Pour leur participation au tournage, dit-il à l'époque, je leur expliquais qu'une fille a été violée et que les gars du camping croient que c'est un ouvrier nord-africain, mais que c'est faux. Ils me répondaient « faudrait voir ». Je leur répliquais « mais c'est le scénario ». Et ils surenchérissaient « oh, vous savez, avec ces types-là, tout peut arriver ». Et je trouve cette anecdote et ça extraordinaire. Le fait qu'en fait, qu'importe le réel, à partir du moment où ce qu'on se raconte colle avec ses présupposés. Ouais, mais la remise en cause du scénar, je trouve ça incroyable comme mauvaise foi. Ça me rappelle une histoire il y a longtemps aux États-Unis où il y avait eu un débat pour savoir si Dora l'exploratrice avait ses papiers. Où un type avait fait une grosse blague en disant mais elle passe les frontières tout le temps, bon elle est basanée, elle est sud-américaine, elle voyage tout le temps, mais est-ce qu'elle a ses papiers? Et donc quelqu'un lance ça comme une grosse blague et en fait ça fait une sorte de débat chez les conservateurs et tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. En disant non mais on veut vraiment savoir et avec des lettres au studio et aux télé en disant dites-nous si elle a ses papiers. Ah, c'est effrayant. C'est fou, Dora l'exploratrice. Mais oui. Et encore, on n'a pas encore parlé de Denver, le dernier dinosaure. Alors aujourd'hui, en fait, le film, il reste super intéressant. Il faut savoir que même s'il est truculent au début et qu'il est extrêmement bien joué et très efficace, c'est un film qui est grinçant, qui est agressif. C'est pas un film du samedi soir. C'est encore une fois un film populaire et radical, c'est assez rare. Et Yves Boisset est un spécialiste de ce genre de film. C'est pour ça que c'est très dommage qu'il soit un peu tombé dans l'oubli, alors qu'on célèbre aujourd'hui des grands auteurs qui nous racontent leur autobiographie sentimentale et leur souffrance dans leur milieu bourgeois avec vue sur la Tour Eiffel. Mais c'est vrai que c'est pas un film confortable. Clairement. C'est pas le camping de Franck Dubosc, heureusement d'ailleurs. Oui, clairement. Mais c'est un film vraiment passionnant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il est encore resté dans l'inconscient collectif. Ouais, moi, je l'ai pas vu et l'expression Dupont-Lajoie, je la connais. Alors, le film, en fait, le personnage du film s'appelle Lajoie, mais d'après ce que j'ai compris, Dupont-Lajoie existait avant comme expression. Donc, et il a choisi le nom du personnage et pour justement coller avec ça. Ce sera à vérifier parce que j'ai pas vraiment trouvé de source à ce niveau-là, mais il semblerait que ce soit ça. Mais effectivement, le film a popularisé et a rendu, immortelle cette expression, alors qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans l'oubli. Et donc, on a, de manière bien hypocrite, accusé le film d'être manichéen, ce qu'il assume sans problème de l'être, mais aussi prolophobe, d'être révélateur d'un mépris d'une prétendue élite culturelle de gauche envers le peuple, parce que bien sûr, voilà quoi, quand on montre des racistes, c'est qu'on est contre le peuple. Sauf que c'est des prolos qui tuent des prolos, enfin je veux dire... Et plus que ça, ce ne sont pas vraiment des prolétaires. Le film ne dépeint pas la France des ouvriers, des ouvriers et des prolétaires pour le coup, mais celle des petits boutiquiers, des petits propriétaires, des petits bourgeois, commerçants, huissiers, etc. Et les vrais prolos, c'est les victimes du coup. Exactement, c'est ceux qui travaillent et qui du coup n'ont pas les moyens d'être racistes puisqu'ils sont sans arrêt en train de se côtoyer dans toutes les traces de la société, toutes les origines en fait.
Et même Zemmour, donc, a accusé, c'est assez drôle, il y a quelques années, dans un livre dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de publicité. Pourquoi tu lis du Zemmour ? Il m'arrive de tomber sur des citations de Zemmour, et donc, effectivement, il accusait le film d'être prolophobe et d'être anti-français. Comme quoi, encore aujourd'hui, c'est un film, on ne peut plus d'actualité. C'est marrant, je peux plus entendre parler de trucs anti-français sans voir Super Dupont quelque part dans un coin. Anti-français. Anti-France vaincra. Malheureusement, c'est une référence un peu datée, et je pense que ça fait de nous des boomers. C'est vrai. Film de 75 aussi. Hein, voilà. Sébastien, merci beaucoup. Ouais, merci. Est-ce qu'on ne recommanderait pas des trucs à lire ou à voir? Moi, je vais vous dire de lire ou de relire encore et toujours la même chose. Un truc court, pas un livre entier, tu vois, un truc... Ah non, mais c'est un truc court, c'est un livre entier court. Ah, tu sais duquel j'ai parlé. La Boétie. Voilà. La fabrique du consentement. Non, pas la fabrique du consentement. En fait, c'est un running gag, c'est-à-dire qu'à chaque émission, tu vas nous conseiller de lire ça, jusqu'à ce qu'on cède. Oui, non, mais je vais vous l'offrir en plus, c'est tout petit. De la servitude volontaire, voilà. Tu remarques, je ne veux pas faire que Luc devienne le nouveau bouc émissaire, mais tu remarques là, sa fourberie de balancer ça alors qu'on n'a rien préparé. C'est vrai. C'est ton idée, Sébastien. Moi, j'en reviens, la prochaine fois, je serai prêt et je proposerai aussi autre chose. Et à la fin, je dirai encore de le relire. Et peut-être, ce que je vous propose la prochaine fois, c'est même de parler d'un truc qui nous a marqué dans l'actualité. Ouais. Mais n'allons pas trop vite, pas de spoiler. Donc, à moi de parler d'un truc que je recommande ou qui m'a marqué. Je m'intéresse beaucoup à un historien dont je n'ai pas lu les livres parce que je suis un lecteur moins assidu que vous, qui s'appelle Johann Chapoutot, qui est un historien spécialiste du nazisme. Et il a sorti notamment un bouquin récemment qui s'appelle Les Irresponsables, où il fait le parallèle entre l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne et l'époque actuelle, en gros en disant à l'époque, les nazis n'ont pas pris le pouvoir, on leur a donné en l'occurrence la bourgeoisie, les possédants qui ne voulaient surtout pas que la gauche arrive au pouvoir, se sont alliés avec l'extrême droite. Et Chapoutot est vraiment quelqu'un de passionnant, il m'apprend à chaque fois des choses alors que je m'intéresse beaucoup déjà à cette époque. Et il y a notamment un article récemment sur le site de Blast, un entretien avec Denis Robert, que je vous recommande vraiment, c'est passionnant. Moi, je vais vous recommander une vidéo YouTube, alors qui est en anglais. Faut voir si les sous-titrages automatiques sont corrects. D'une chaîne qui s'appelle Design Theory. Theory, si on parle en anglais vaguement correct. Enfin, Design Theory, quoi, la théorie du design. Donc c'est un type qui est prof de design. Et il a fait une vidéo dont le titre se traduit « Comment le design rend la vie moderne si vide ?» et qui en fait colle complètement à tout ce qu'on peut dire et à toutes les critiques qu'on peut avoir du monde moderne, mais d'un point de vue design. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant, sachant que lui, étant prof de design, il est quand même dans le fromage, et il dit, voilà toute la merde que peut faire le design, avec cette idée de consommer plutôt que de faire, en disant qu'il y a certains objets qui ont une vie, etc., et d'autres qui sont... Ça me fait penser à ce que tu disais, à ce que tu disais sur certains passages de Fight Club, pendant une autre émission, effectivement, tu sais, tout le passage Ikea, entre guillemets. Ouais. Il y a aussi un passage comme ça dans le film, comme ça permet de placer une dernière référence à Dupont-la-Joie. Il y a un passage, effectivement, où le film s'attaque à l'urbanisme actuel, l'urbanisme de l'époque, qui consiste à faire le plus vite possible des trucs dégueulasses, moches, pour que le plus de gens s'y entassent. Et c'est une petite critique comme ça en passant qui prouve que le film n'est pas juste une grosse farce ou un gros pamphlet. Voilà. Donc je vous donne le titre en anglais, How Design Makes Modern Life Feel So Empty, par Design Theory. On s'arrête là ? Ouais, et puis la prochaine fois je préparerai ma référence. Moi aussi.